Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Pancho. J'espère que vous allez bien. Forcément, si vous êtes supporter de l'OGC Nice, quoi de mieux qu'une victoire magnifique en terre marseillaise hier soir 3 buts à 1. On va revenir en long et en large sur ce match avec notre invité Quentin qui est en train de boire ses larmes dans son mug. Mais bon, hein, c'est que partie remise, c'est de Je bonne ne bois guerre. qu'un Coca-Cola aujourd'hui, Pancho. Attention, attention à ce que tu Pas de dis. whisky. Pas de whisky et surtout pas de Non. boisson gazeuse, naturellement. Voilà, on va revenir sur le match, sur la dynamique actuelle de l'OGC Nice. Je ne suis pas seul, bien sûr, pour débriefer de ce match. Je suis en bonne compagnie ce soir. J'ai déjà le plaisir d'accueillir Romain qui était au stade hier soir. Comment ça va, Romain? Bah ça va, nickel, hein. On peut pas rêver mieux. Ouais, écoute. C'est en plus du match, j'ai fait la petite, pardon, 10 secondes, hop là. J'ai fait la petite session au centre d'entraînement. Donc ouais, c'était une belle soirée, très très belle soirée. Écoute, tant mieux. Il est là aussi pour apporter son œil aiguisé sur la masterclass tactique de Didier Digard. J'ai nommé Bertigno. Comment ça va, Bertigno? Ben ça va et bon, je pense que vous tous aussi, après cette belle victoire, ça fait plaisir et très content d'en parler. Alors, il est là aussi avec nous. Il était là aussi pour le match à aller. Bon, c'était un résultat plus favorable pour lui, mais là, bon, il faut aussi que Marseille rende la monnaie de sa pièce, comme on dit. C'est Quentin de À la Commanderie, du podcast aussi Temps Additionnel. Comment ça va, Quentin? Bah, ça va bien, hein, en tant que personne, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, vous vous en doutez un peu moins. Mais bon, très content de revenir une nouvelle fois chez toi, Pancho. On s'y sent bien malgré tout. Écoute, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Voilà, donc on va rappeler le score 3 buts à 1 pour l'OGC Nice. Début de Sofiane Diop, Gaëtan Laborde, Bilal Brahimi et contre un but de Malinowski pour l'Olympique de Marseille. Que dire? L'OGC Nice enchaîne sa semaine de victoire après une victoire à Bollard, un but à zéro, victoire au Vélodrome. Déjà, les gars, sans rentrer dans le détail, peut-être Romain réaliser cette performance-là, on se le disait en off, ça fait depuis la saison 2015-2016, la saison de Ben Arfa, que l'OGC Nice n'a fait pas gagner au Mm. Vélodrome, sur le score de 1 but à zéro pour les nostalgiques. Ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas gagné à Marseille, et là on le fait dans une période où Marseille justement avait la possibilité aussi de gagner un peu d'avance sur Lens 3e. Déjà, peut-être voilà ton avis sur la performance en elle-même. Bah, après, la performance, elle est quand même sur la lignée de ce qu'on a vu contre Lens. J'ai beaucoup aimé la densité physique de Nice. Je trouve qu'on a répondu présent. Moi, j'avais très peur par rapport au pressing de Marseille. Et surtout, les 10 premières minutes, quand j'ai vu eux, la pression qu'ils ont commencé à mettre, je me suis dit, putain, là, va falloir être costaud. Après, on a un peu repris. Mais non, après, franchement, tu reconnais personne dans cette équipe, en fait. Que ça soit Ramsey, qui a été très bon. Et puis après, bon, il y en a qu'un seul, après, qui fait un peu tâche. Bon, enfin, on en parlera peut-être après, c'est Barre. Mais sinon, dans l'envie, il n'y en a pas un qui dénote. Et vraiment, par rapport même à la pression qu'ils ont mis en deuxième mi-temps, c'était incroyable. Enfin, vu du stade, après, j'ai un peu revu à la télé. À la télé, ça donne pas pareil. Mais vu du stade, peut-être que c'est un peu la ferveur aussi qu'il y avait autour. Parce que quand ils ont mis ce but, ça a poussé, mais bien comme il faut. Et franchement, il a fallu être costaud. Et quand Digard, il a commencé à faire ses changements et tout, et que tout le monde s'est mis au diapason, j'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Et puis après, bah, gagner à Marseille. Moi, j'avais un petit rêve, donc désolé, Quentin. C'est avant le match, c'était de voir tous les Marseillais quitter le stade avant la fin du match. Et quand on a mis le troisième et que j'ai vu tout le monde partir, j'ai dit, voilà, ça y est, c'est bon, je peux mourir tranquille. Et donc, c'est la première fois de ma vie que je vois ça, donc je voulais le voir de mes propres yeux. Et Nice, voilà, Nice qui arrive à me faire vivre ça. Bah, attention, c'est pas non plus un truc de fou, mais voilà, j'ai kiffé ma soirée, j'ai kiffé mon match, et j'ai kiffé mon équipe.
Ouais, et puis c'est vrai que, comme tu le dis, hein, ça reste qu'un match, ça reste qu'une victoire, mais on Ouais, mais sort c'est quand même Marseille. de semaines et de mois très très compliqués. Mm. Là, de retrouver un peu de bonheur ces dernières semaines, ça fait toujours plaisir. Euh, Bertigno, voilà, victoire 3 buts à 1. Euh, Concrètement, elle est pas volée cette victoire-là. Un plan de jeu parfait, là aussi proposé par Didier Digard, avec déjà dans un premier temps, revenons à la composition. Euh, Peut-être la surprise, c'était l'alignement de Gaëtan Laborde et Mofi. Il y avait ce questionnement de est-ce que Laborde allait jouer sur un côté, est-ce qu'ils allaient être les deux dans l'axe. Finalement, Laborde remplacer poste pour poste un Nicolas Pepe. Et là aussi, on a vu un Digard qui, dans la proposition tactique, a su contrer une équipe de Marseille qui, comme l'a dit Romain aussi, a mis beaucoup d'intensité pendant tout le match. Avec, voilà, pas énormément d'occasions franches, on y reviendra peut-être. Des situations, mais pas beaucoup d'occasions franches. Mais là aussi, Digard, qui, encore une fois, a montré que, au-delà d'être un meneur d'hommes qui sait eh bien, rassembler les gens autour de lui, il peut aussi proposer quelque chose. Alors, il n'est pas seul, mais il peut proposer quelque chose dans le jeu. Ouais, mais c'est très clair, il est reparti sur ce 4-3-3 et c'était un bon choix. Il l'a expliqué ensuite sur Prime Video au micro avec Thierry Henry, mais qu'il a fait ça pour densifier le milieu de terrain parce qu'il savait que les Marseillais aimaient bien jouer à l'intérieur et il a fait le choix de délaisser un petit peu les ailes parce qu'il savait qu'il y allait des centres allaient arriver. Il avait confiance en Todibo et Dante pour s'imposer dans le domaine aérien. Et je pense que c'était bien vu de sa part parce qu'au final, les Marseillais, dans l'axe, ils se sont très peu infiltrés. Enfin, j'ai pas souvenir de beaucoup d'occasions venant de l'axe. Et après, bon, forcément, tu t'exposes un peu hein, quand il y a des centres, ça crée des brèches et des petites occasions, mais le plan était parfait. Et ce qui a été fort aussi, c'est que dans les moments où on était sous pression, on a quand même su faire le dos rond et ensuite exploiter nos quelques ballons, nos quelques transitions, et ça, c'était très fort. Et j'ai bien aimé la complémentarité entre la Borde et Mofi devant. Très intéressant dans les appels, dans l'investissement aussi. Avec Mofi qui, quand même, pour une première, c'était pas facile hein, comme contexte. Et je pense qu'il a bien pesé sur la défense par sa vitesse et par son physique. Alors, Quentin, qu'est-ce qu'il a manqué selon toi aussi à Marseille pour réaliser un meilleur résultat? C'était aussi l'occasion de grappiller, comme je le disais, des points sur Lens. Il y avait quand même des choix forts, je trouve, quand même, pour Tudor. Voilà, mettre sur le banc un Malinowski, aligner un Vitinha pour sa première, titulariser Payet qui était un peu voilà, remplaçant sur les dernières semaines. Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis en tant que supporter marseillais? Bah, ce qu'il a manqué concrètement sur ce match contre Nice, c'est de la part de Tudor, c'est de la cohérence dans ses idées qui, bah, depuis la reprise de la Coupe du Monde, montre aligner une équipe qui montrait énormément de cohérence dans ses choix notamment. Là, quand il annonce en conférence de presse la veille qu'il va titulariser Payet pour le récompenser de son bon comportement, parce que c'est vrai que depuis maintenant quelques mois, il est placardisé dans un rôle, on va dire, de remplaçant qui rentre peu, parfois pas du tout, et sans visiblement voilà, scandale de sa part. Ce peut paraître étonnant quand tu suis un peu le club de près. Mais disons que moi, je trouve ça très dérangeant comme timing, dans le sens où le match contre Nice, c'était un match qu'on savait déjà allait être sous une très grosse intensité. Nice l'a démontré sur ses derniers matchs avant de nous jouer face à Lille, face à Lens. On avait une équipe qui mettait beaucoup d'intensité. Et honnêtement, je m'attendais au même défi dimanche soir. Et ça n'a pas manqué. Maintenant, ouais, c'est vrai que bah, les joueurs alignés, notamment au milieu de terrain et en attaque, ça m'a plutôt surpris de voir Payet aligné avec Under derrière Vitinha. Alors moi, Vitinha, je fais pas partie de ceux qui pensaient que c'était trop tôt. Il est pas à court de forme, hein. Il s'entraînait avec Braga encore il y a encore quelques jours. Il a signé mardi. Entre mardi et dimanche, il a eu le temps de s'entraîner, il a eu le temps de se faire un petit peu au groupe. Donc c'est pas pour moi ce qui a manqué pour lui. Et je fais pas partie non plus de ceux qui vont vouloir à tout prix
tirer des conclusions de ce match-là. Il a joué que 45 minutes dans un match où il n'a pas forcément été bien accompagné. Payet under derrière lui, je pense pas que c'était le bon duo. J'aurais bien aimé que Tudor nous le fasse démarrer avec Sanchez et Malinowski directement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je ne sais pas si ce sera le cas pour les semaines qui vont suivre, mais en tout cas, il est sorti à la mi-temps pour Sanchez. Mais voilà, ce qui a surtout fait défaut à Marseille, voilà, c'est le choix des hommes. Le coach l'a pris pour lui de toute façon. Il l'a dit en conférence de presse, c'est sa défaite. Il n'en veut pas à ses joueurs. Il sait très bien que c'est lui qui a merdé. Donc c'est un derby, c'est dommage parce que c'est encore une fois un match assez important qu'on perd à la maison. Alors c'est vrai qu'on n'avait pas perdu depuis le 22 octobre, soit 96 jours exactement. C'est dur de se réhabituer à ça et on espère ne pas se réhabituer à ça, mais en tout cas, il va falloir se ressaisir rapidement et heureusement que dans 2 jours maintenant, il y a un gros match qui arrive et qui ne laissera pas le temps aux hommes de se démobiliser, puisque malgré tout, il y a une place aussi en Ligue des Champions à aller chercher via le championnat. Donc tout n'est pas fini, mais disons que le match d'hier, en fait, a peut-être un peu remis les pieds sur terre à certains. Ouais, je pense que c'est assez juste et il reste toujours cet objectif peut-être de vivre une épopée en Coupe de France dès mercredi. Maintenant, c'est vrai que ça peut être aussi une semaine un peu infernale, hein, parce que si tu te fais sortir par Paris, il te reste une seule compétition à jouer. Bon, à voir, on sera attentif au match de mercredi soir. Quentin, tu as parlé de la première de Vitinha. Bon, ben, la passe D, elle est toute trouvée. Destin un peu croisé entre les deux joueurs qui ont démarré hier soir, qui ont été titulaires, Terem Moffi et Vitinha. Romain, du stade, toi, comment tu l'as senti, Terem Moffi, à la télévision? C'était bon, un buffle. J'avais l'impression de voir un Lukaku prime, un peu, un déménageur peut-être même un peu plus intéressant avec le ballon que Lukaku. Si je peux même oser cette comparaison. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non, bah après, Mofi, dès qu'il a touché son premier ballon, comme je disais là sur le chat, il avait quand même Gigot sur le dos. Mhm. Donc c'est parce que putain, en vrai, il est quand même costaud, hein, c'est un beau bébé, hein. Et quand tu vois la solidité qu'il a eue sur son jeu de haut but, déjà c'est assez impressionnant. Moi, il m'a fait penser un peu mais bon, après c'est à Balotelli, mais quand il était dans un bon jour, quoi. Tu sais, quand en fait le mec il avait beau lui taper dans le dos, mais en gros le mec, enfin Balotelli, il bougeait pas. Et là, Mofi, il m'a impressionné par rapport à ça. Donc à Nice, ça fait depuis assez longtemps quand même qu'on n'a plus vu un joueur faire un jeu comme ça de haut but. Et après, au niveau de la vitesse, quand même, ça cavale, hein. Ça va très très vite. Après, franchement, pour un premier match, de toute manière, il sort avec des crampes, hein. Donc le mec, il n'a pas triché. Il était à 200%. Un peu dommage que son occasion, il la mette pas au fond, Ça aurait été mais incroyable. d'après moi, il avait déjà pas mal usé. Il était pas mal usé physiquement. Mais sinon, j'étais agréablement surpris de sa justesse technique, parce que mine de rien, quand tu as un gigot derrière le dos, c'est quand même dur de faire les bonnes remises et tout. Je crois qu'il a perdu un ballon. D'ailleurs, c'était assez dangereux, mais il a perdu un ballon, je crois, sur ses remises. Et après, il a proposé, il a fait de très bons appels dans la profondeur. Et on voit qu'avec un mec comme Laborde qui est sur le côté et Diop, je pense qu'à partir du moment où ça va un peu prendre l'habitude de jouer ensemble, je pense que ça peut faire des belles choses avec un Ramsey derrière ça va, il a quand même un beau toucher. Donc, et ça amène une solution supplémentaire dans le jeu. On voit que, d'ailleurs, Schmeichel, il a joué pas mal de fois long ballon. Et, et ça change des fois où, quand il dégageait sur le côté gauche, côté barre, d'ailleurs, on comprenait pas trop, mais bon, on avait rarement un mec qui arrivait à maintenir le ballon. Même Laborde, c'est pas un neuf qui peut jouer de haut but. Et rien que ça, je pense que ça va changer quand même pas mal de choses. Mhm. Contre les équipes, en tout cas, qui mettent une intensité aussi élevée que Marseille. Je pense que ça peut changer pas mal de choses dans notre style de jeu. On va pouvoir s'adapter à des équipes comme Marseille ou des équipes un peu plus faibles. Je pense que ça va être pas mal.
Effectivement, Bertino, toi, ton regard un peu sur la première de Mofi, qui est aussi lié au décalage de Laborde, comme on le disait précédemment sur le côté droit. Un Laborde qui a semblé bien plus à l'aise, justement, peut-être plus dans le cœur du jeu, qui touchait un peu plus de ballons, qui était régulièrement touché aussi par les relances de Schmeichel pour dévier les ballons. Euh, Finalement, c'est gagnant-gagnant ce, ce transfert aussi pour la board. Reste la question maintenant de la rotation derrière Mofi au poste de numéro 9 si on considère que la board assure l'intérim pendant la blessure de Pépé. Ouais, ben l'avantage, c'est que le travail de Mofi en point d'appui, il était très intéressant et comme tu dis, la board était vraiment libérée, un peu plus reculée sur le terrain. Il pouvait profiter des espaces que lui ouvrait Mofi. Donc très intéressant et très complémentaire. Et après, oui, il y a la question de la rotation qui va venir quand Pépé reviendra. On verra comment Digard va gérer tout ça, mais je pense que dans tous les cas, Laborde, c'est quelqu'un de polyvalent, donc il pourra jouer à gauche, il pourra jouer à droite, il pourra jouer en remplacement de Mofi si Mofi doit souffler. Donc non, je me fais pas de soucis et j'ai hâte de voir un petit peu le match contre Ajaccio parce que ça va être un autre registre de match où on devra faire le jeu, on devra nous aller chercher la victoire. Donc ça va être un autre registre et j'espère que bah, justement le style de Mofi en point d'appui va permettre d'ouvrir quelques brèches en plus. Effectivement, c'est vrai que les derniers matchs se ressemblaient aussi pas mal entre Lens, Marseille, Lille, des équipes joueuses qui peuvent tenir le ballon. Bon, c'est semblable peut-être au match de Montpellier avec une équipe qui était en grande difficulté collective. On verra, on se tournera un peu plus tard sur le prochain match des deux équipes. Euh, Marseille, concrètement, rate le coche. Quentin, on l'a dit. Responsabilité de Tudor, on l'a dit aussi. Euh, qu'est-ce que tu as quand même bien aimé dans ce match-là? On a parlé quand même de l'intensité mise par Marseille. Un jeu haut avec des premiers relanceurs qui étaient à 40 mètres du but niçois. Voilà. Est-ce que tu as quand même des motifs de satisfaction sur ce match-là qui aurait pu basculer quand même à la faveur des Marseillais en deuxième période? Bah, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, et je pense que beaucoup de supporters marseillais sont d'accord avec moi, c'est que voilà, l'entame de deuxième période était vraiment très très bonne. J'avais l'impression de voir celle contre Monaco une semaine auparavant, où on est mené 1-0 à la mi-temps et d'emblée, on met une pression folle à Monaco qui prend un but rapidement. Et là, bon, ça a attendu un peu, ça a mis un peu plus de temps à craquer côté niçois, mais voilà, cette pression qui a été mise d'entrée, cette intensité vraiment, et ça s'est senti avec les entrées de Sanchez et Malinowski qui sont plus voilà, complémentaires et plus enclins à ce genre de jeu. Et c'est là, je reviens encore au choix de Tudor avec Payet. Euh, il dit quelque chose en conférence de presse d'avant-match qui est très intéressant et pour le moins perturbant dans son choix, c'est qu'il dit lui-même que Payet n'est pas adapté à son football. Tu ne fais pas jouer un joueur comme ça qui n'est pas adapté à ton football dans un match comme celui-ci. Mais bref, ce que j'ai voilà, apprécié, c'est ce réveil en deuxième période entre la 45e et la 57e. Il y a eu un petit coup de moins bien après. Il y a eu deux actions qui auraient pu pencher en notre faveur. Je pense à la frappe d'Under qui est contrée par votre recrue, je crois, dont je ne m'aventurerai pas de prononcer son nom pour éviter de l'écorcher. C'est pas Euh, Todibo qui compte la frappe de d'Under? il me semblait que c'était. Non, Ah, bah, si c'est. c'est Non, Non, c'est c'est Youssouf. Youssouf. c'est ça. Mm. Et bah, le tournant qui est derrière, qui fait que derrière, il y a ce troisième but. Voilà, il y a eu beaucoup d'occasions dans cette deuxième période pour Marseille. Malheureusement, voilà, ce qui a fait que Nice a réussi à nous passer au-dessus, c'est cette maîtrise qu'il y a eu dans le contre-pressing, on va dire, cette faculté à justement détruire ce pressing marseillais, parce que tu as parlé tout à l'heure de longues relances. C'est tout à fait ce qui nous a mis à mal le milieu de terrain. À partir du moment où tu passais la ligne médiane, côté marseillais, enfin pour les Niçois, c'était quasiment open bar. Les défenseurs étaient déjà aux avant-postes.
Ça, c'est une particularité du jeu de Tudor. On peut aimer ou pas. Moi, personnellement, j'en suis fan de ça. Mais à partir du moment où tu trouves le moyen de contrer ça, derrière, c'est royal. Et Nice l'a très bien compris. Et derrière, bah, tu te retrouves un petit peu à poil. Mais sinon, voilà, on ne peut pas ne pas être mécontent du match, mais il y a quand même des bonnes choses à retenir. Le fait que voilà, c'est des joueurs comme Sanchez et Malinowski qui sont sortis du banc pour t'apporter ce supplément dans le jeu qui n'était pas là en première période. Et mine de rien, tu te dis que si bah voilà, ces mecs-là étaient là dès le départ, ça aurait peut-être changé la donne. Effectivement. Par contre, juste pour revenir sur ce que Quentin disait, je sais pas si à la télé on le voyait, vu du stade, c'est incroyable. Le dernier, alors tu avais Paul Lopez à 30 mètres de ses buts, Ouais. et tu avais un défenseur qui était 20 mètres devant la ligne médiane. Mm. Et tout le reste, c'était devant. Et tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible. Oh, jamais il y en a un qui va te balancer un long ballon. Mais en fait, c'est du stade, c'est incroyable. C'est incroyable. Le style de jeu qu'ils ont, Mm. c'est en fait, ouais, comme disait Digard, oh, il y a tout qui se déforme dans leur équipe. Oh, il y a plus rien. Tu sais, ouais, Mais tu sais plus rien. ça reste Oui, ça, structuré, non, tu vois, malgré bien tout. sûr, Mais c'est clair. disons que ça peut paraître un peu paradoxal du fait qu'on ait aussi l'une des meilleures défenses du championnat avec un système aussi risqué. Parce que Ah ouais, c'est Tudor, incroyable. c'est un peu et je préfère ça à ce qu'on a eu l'année dernière, un peu l'opposé de Sampaoli à ce niveau-là, c'est que ça reste un peu déstructuré, enfin, ça peut paraître désorganisé, mais c'est cohérent. C'est cohérent dans ce que les joueurs vont faire et ce que les joueurs vont proposer. Quand tu vois Mbemba monter en tant qu'ailier droit quasiment qui fait un slalom dans la défense niçoise, moi personnellement, j'ai vu ça depuis le début de saison, ça ne me choque absolument pas parce que ça a porté ses Non, fruits moi, ça choque. plus tôt dans la saison. Après, ça peut paraître Ah ouais, ouais, bah totalement... on n'a pas l'habitude. Bien sûr, bien sûr. Mm. Après, honnêtement, il n'y a qu'à Marseille, en Ligue 1 en tout cas, qu'on voit ce genre de choses. Mm. Mais moi, je suis adepte du dépassement de fonction et je trouve que ça colle parfaitement avec le profil de certains joueurs. Mbemba, ça colle parfaitement. Kolasinac, quand il joue sur le même poste de l'autre côté, ça colle bien aussi. Donc, c'est des bons profils pour les bonnes tâches, en fait. Tudor a bien cerné ça. Malheureusement, sur le match-là, et voilà, je me répète encore, c'est les hommes, enfin le choix des hommes qui a un peu pêché. Euh, je me tue à le dire depuis le début de saison, Balerdi fait une très bonne saison, il n'y a pas de problème, mais il ne doit pas se retrouver à gauche. Il doit se retrouver dans l'axe. Gigot, qui fait un excellent match, malheureusement, pour moi, c'est lui qui est la dernière roue du carrosse en temps normal. Si on avait un Bailly avec un cerveau, il aurait été là ce soir, enfin ce dimanche. Si comment dire, euh, on n'avait pas peur que Tavares ne fasse pas les replis défensifs, on aurait pu mettre Kolasinac derrière lui. Donc voilà, c'est des choix qu'il a fallu faire. On a très bien vu en plus d'ailleurs que quand Kolasinac est rentré, que ça a apporté un petit plus aussi la défense marseillaise, mais ça a pas changé grand-chose malheureusement. T'as parlé de Tavares, Quentin. Moi, c'était un duel que j'attendais beaucoup sur ce match-là. Alors, on savait pas exactement quel allait être le latéral droit aligné, hein, parce que honnêtement, au début de match, du moins avant l'annonce des compositions, on pouvait très bien imaginer un Mendy latéral droit et un Lotomba à gauche, comme on a vu à Lens. Mais l'opposition entre Tavares et Lotomba, euh, Mm. honnêtement, Tavares s'est fait bouffer. Tavares s'est fait bouffer par Lotomba. C'est dingue de se dire ça. Alors qu'il nous avait fait toutes les misères du monde au match aller. Lotomba, quel match, encore une fois, Bertino de sa part. C'est fou de se dire ça, alors que on se disait que, ouais, de toute façon, c'est un joueur de rotation. C'est la doublure d'Atal qui stagnait. J'étais premier à le dire. Hein, voilà, je m'en veux au même titre que Boudaoui d'avoir douté, mais c'est absolument fou la performance qu'il a fait. On parlera peut-être après de son acolyte à gauche qui n'a pas eu le même succès. Et c'est là aussi peut-être qu'on voit la différence, quoi. On se dit, Lotomba arrive à step up, arrive à manger Tavares sur un match aussi prestigieux, alors que Barr est plus en difficulté contre un Klose
qui n'était pas à 100%. Ouais, non, mais c'est très clair que Lotomba, c'est un joueur qui est totalement transformé depuis allez, un mois et demi environ. Même avant que Digard arrive, ça commençait à aller mieux. Et là, depuis qu'il est arrivé, c'est impressionnant, quoi. On a l'impression d'avoir Cafu à droite, quoi. Donc, au niveau des efforts, dans l'intensité qu'il met dans chacune de ses actions, c'est assez exceptionnel. Et l'impression que j'ai, c'est que voilà, il calcule plus en fait. Il n'est pas dans le calcul, il joue ses actions au maximum, il n'hésite pas à se projeter énormément, avec énormément de courses avec ballon et sans ballon, et ça fait toute la différence. Et j'espère qu'il va garder ce niveau de performance-là. Après, c'est pas le seul hein, qui s'est transformé. Même Diop, c'est nettement mieux. Laborde aussi, Ramsey au milieu de terrain. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui avaient un peu la tête à l'envers et qui là se redressent et amènent ce qu'ils devaient amener depuis bien longtemps. Et c'est très plaisant à voir. Alors, Romain le disait en introduction tout à l'heure, le seul, on va dire la seule ombre au tableau, c'est peut-être le match de Melvin Barr. Alors, je suis pas en train de dire qu'il a tout raté, mais les grosses occasions marseillaises sont passées de son côté, le but passe de son côté, alors qu'il a le soutien de deux coéquipiers de mémoire. Bon, Melvin Barr qui a du mal offensivement, il a eu des situations de centre toujours très compliqué, la qualité technique sur centre. Bon, bon au duel sur certaines séquences. Romain, t'en as pensé quoi du stade? Moi, j'ai vraiment l'impression que lorsqu'on revoit le match, tout le monde a été au top, même les entrants, mais par contre, Barre, qui n'a pas su se sublimer dans cette rencontre, quoi. Alors, moi, ce qui m'a rendu fou, et d'ailleurs, même au bout d'un moment, même dans le stade, au bout d'un moment, je fais putain, mais t'es obligé, parce que en tant que supporter, c'est ces deux interventions où il négocie mal la trajectoire. Il y en a une, elle passe, l'autre, il voit qu'il est en Mm. retard, il essaye de tacler, Klaus il part. Après, il y a des dédoublements, lui, il suit que dalle. Moi, la première mi-temps, il m'a rendu un peu fou quand même. Je dois avouer que là vraiment tu vois, il faisait n'importe quoi. Au bout d'un moment, il fait une sorte de retournée, je sais pas trop quoi, mais tu vois qu'il y a tout qui était fait à l'arrache. Et bizarrement, en deuxième mi-temps, tu vois, je l'ai trouvé moins dégueulasse. Il a été plus présent même si le but, bon, il vient de son côté, mais après, franchement, ça poussait fort. Il y avait des banderies de tous les côtés, donc c'est très dur de l'incriminer là-dessus. Mais mais je l'ai trouvé solide sur les duels. Il y a eu quelques interceptions, enfin, tu vois, il est intervenu de façon assez juste enfin, en deuxième mi-temps. Pourtant, c'était là où Marseille poussait, etc. Mais je comprends pas, en fait. Il est passé, c'est comme le dernier match où la première mi-temps, il a été catastrophique. Digard l'a un peu incendié, même beaucoup apparemment. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Et là, c'est un peu pareil. Mais c'est vrai qu'il te rend fou parce que en faisant ces erreurs-là, il peut te tuer un match. Contre Lille, certes, ils ont 4 occasions, mais il y en a 3 et ça vient de son côté, quoi. Hormis le truc où Todibo il se rate un peu sur sa passe, mais sinon il y a tout qui passe de son côté. Et même si c'est repris en deuxième, si Lille est un peu plus présent offensivement et ils arrivent à faire les choix un peu plus justes, ça y est, tu prends, c'est plié et le match il est fini. Il a beau se remettre à l'endroit en deuxième. Donc ça, moi qui me rend un peu fou avec lui, c'est qu'il peut passer d'une mi-temps totalement dégueulasse où j'avais envie j'allais dire autre chose, mais enfin voilà, t'as envie de le manger, et à une deuxième mi-temps où tu te dis putain, en fait, le mec il en veut quand même. Quand Marseille met le pressing, le gamin, tu vois, il se démonte pas malgré sa première mi-temps de merde. Il a été présent, tu vois, au solide au duel. Donc c'est compliqué, mais il te rend fou quand même, quoi. Donc, au bout d'un moment, il te faut quelqu'un de un peu plus fiable au poste quand même. Après, Barre, à chaque fois, il y a eu du mieux quand il se trouvait sur le côté de là où était Digard. Est-ce qu'il y a un lien ou pas avec le fait que le coach ne soit pas... Ouais, c'est possible. bon, je sais pas. Mm. Mais bon, ouais, compliqué. Après, euh, bon, c'est un bon latéral gauche qui a certaines limites. Est-ce que Bertino, toi, tu penses qu'il a atteint un seuil à l'OGC Nice. Enfin, quand on fait le recul, lorsqu'on prend un peu de hauteur par rapport à lui, ça fait qu'1 an et demi qu'il est à l'OGC Nice, titulaire l'année dernière.
une saison correcte, même par moments très correcte. Là, je juge que de son match d'hier soir qui a pour moi été, qui était sur certains, ouais, première mi-temps, on va dire, faible. Voilà, comment on se doit se positionner par rapport à Barre? Est-ce que, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix sur les 6 prochains mois, tu me diras. Non, on n'a pas le choix du tout, hein, parce que on a que lui au poste, mais c'est trop limité. Au mieux, on peut espérer le garder dans la rotation l'été prochain, mais ensuite, ça va être trop limité pour ce qu'on ambitionne. Quand tu le vois avec le ballon, il est perdu, il y a très peu d'anticipation, très peu de qualité technique. Il fait rarement les bons choix et défensivement, le fait qu'on joue plus haut avec Digard aussi, ça a laissé apparaître des gros manques Hmm. dans la gestion des espaces et la profondeur. Il y a énormément d'actions dangereuses qui viennent de là. Et voilà, pour une équipe qui veut jouer le haut du tableau, défensivement, ça va pas pouvoir être, ça va pas pouvoir être comme ça sur le long terme. Et voilà, je pense qu'il touche un petit peu un plafond de verre quand le niveau s'élève. C'est un petit peu trop limité. Ça reste un joueur correct de Ligue 1, mais voilà, pour jouer le top 5, j'ose espérer qu'on visera beaucoup mieux l'été prochain. Après, Quentin, il avait un client en face de lui, un Klose qui est peut-être le meilleur Marseillais hier soir. Tu n'es pas forcément en accord. Bon, pas mal d'actions est passé de son côté. Il n'a pas tout Mm. réussi. Je crois que c'est le passeur décisif sur Malinowski, si je dis pas Oui. de bêtises. Mm. Qu'est-ce que tu as pensé de cette opposition entre Klose et Barr? Bah, après, moi j'ai entendu beaucoup de. Oui, Bard, en effet, fait un match horrible comme à son habitude. Mais Klose, je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel dans le sens où bah, déjà il revient un peu. Il a eu quelques minutes C'est contre ça le Nantes pire. où. Hmm. Ouais, j'avoue. Mais voilà, il a eu quelques minutes contre Nantes où il a eu le temps de faire une passe décisive pour Unai dans les derniers instants. Là, il refait une passe décisive. Alors certes, sur les stats, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais il a été en difficulté quand même. Il a été en difficulté quand même. Moi, je trouve que il a été assez, assez aléatoire dans ses choix, offensivement parlant, parce que bon, on lui en demande beaucoup offensivement à juste titre. Le fait d'avoir Wunder dans son dos qui va décrocher beaucoup dans ce couloir droit, ça n'a pas forcément aidé l'ancien Lensois. Et malheureusement pour lui, voilà, quand il arrivait devant le but, il n'était pas très adroit, ce qui n'est d'ailleurs pas sa qualité première hein, en tant que piston. Mais on en attend un peu plus de lui quand même. Là, il revient de blessure, il a été un mois sans jouer, il faut qu'il reprenne un petit peu le rythme de la haute compétition. Mais même si voilà, l'opposition face à Bard, elle était nulle, il faut être un peu plus exigeant avec lui. Et parce qu'on sait très bien qu'il peut faire de très belles choses. Il a fait une très bonne première partie de saison, malgré le fait que voilà, il changeait totalement d'univers, passer d'un Lens qui commençait à jouer les premiers rôles en championnat à une équipe qui bah, joue la Ligue des Champions, aspire à être en Ligue des Champions tous les ans via le podium de la Ligue 1. Donc oui, il a fait un match correct puisque son vis-à-vis a fait un match catastrophique, mais il doit faire mieux. Il doit faire mieux et notamment offensivement, on avait cruellement besoin de lui puisque Tavares était au chou offensivement. Il fallait qu'on compte sur lui. Ça a bien marché jusqu'à l'heure de jeu avec cette passe décisive pour Malinowski, mais ça n'a pas été suffisant. Et je l'ai vu faire trop d'erreurs, trop de déchets techniques. Donc heureusement que Klose n'était pas à 100% finalement, parce que sinon je pense qu'il aurait connu encore un match un peu plus compliqué. On a des questions là concernant Gaëtan Laborde. Alors effectivement on a parlé de la première de Mofi, on a parlé du positionnement aussi de Laborde. Quel match de Laborde, encore une fois, quelle débauche d'énergie. Il a pas compté ses efforts. Clairement, le trio offensif va faire, qui va être aligné sur les prochaines semaines. Diop, Mofi, Laborde avec l'absence de Pépé. Vous, sur le papier, ça vous paraît comment? Est-ce que c'est complémentaire? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre aussi de peut-être un Sofiane Diop? Je fais partie aussi des gens, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, qui peut-être attendre encore plus de Diop. Du moins, j'ai l'impression, je sais pas si vous allez me rejoindre, peut-être Bertigno, Romain là-dessus, qu'il en a encore sous le pied, quoi.
Tu sens qu'il a le talent qui est fou. Et moi, je l'attends peut-être plus aussi dans le côté un peu percussion, faire des différences au- autrement que par la passe. Qu'est-ce que tu en penses, Bertigno, sur Diop et de manière générale le secteur offensif de l'OGC Nice qui retrouve des couleurs, il faut le dire. Oui, ça, on a retrouvé des couleurs, c'est très clair. On se crée énormément d'occasions par rapport à avant et en plus, on se montre efficace. Après, sur Diop, bah, c'est vrai qu'il est quand même mieux, il monte en puissance. Après, je pense que dans les 30 derniers mètres, il doit faire des meilleurs choix et surtout prendre plus de risques, que ce soit dans ses dribbles ou dans ses choix de passe. C'est un peu des choix trop faciles, j'ai envie de dire. Moi, ça me dérange pas qu'un joueur qu'il tente 5 dribbles, qu'il va en rater 3, mais si sur les deux autres, il arrive à créer du danger, bah, je trouve ça très intéressant et je pense que c'est ça qui lui manque aujourd'hui pour se montrer un peu plus décisif. Donc voilà, j'attends plus dans les 30 derniers mètres pour qu'il amène vraiment le danger, peut-être pas de manière récurrente, mais au moins une à deux fois par match et que ça paye. Donc ça, c'est le premier point. Et après, sur l'attaque, bah, il me paraît très complémentaire. Et ce que j'ai aimé aussi sur le match hier, c'est que on avait Mofi qui souvent faisait des appels ou décrochait plutôt côté gauche et ça ouvrait du coup l'espace pour la board dans l'axe. Et tu avais Diop qui, un petit peu en électron libre, venait se mettre dans l'interligne au milieu pour offrir une solution et faire la transition avec les attaquants. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même un trio qui peut être complémentaire. Et quand on rajoutera Pépé aussi à ça dans la rotation, bah, je pense qu'on aura plusieurs options pour varier entre la transition en profondeur, les jeux de passe combinés dans les petits espaces. Donc, voilà, je pense que c'est prometteur et que Digard, il est en train de créer quelque chose de sympa sur le plan offensif. Diop qui justement a montré à Lens que dans l'axe il était peut-être même plus à l'aise que sur un côté, à être plus libre, à toucher plus de ballons, à être vraiment l'organisateur du jeu de l'OGC Nice, mais c'est vrai qu'il est sur une phase vraiment très positive lui aussi. Tu parlais de voilà, peut-être avoir plus de tentatives, du moins dans la dernière passe, dans le tir aussi. Il y en a un qui a pas mal tenté, c'est Kefren Turam, Romain. Euh, une première occasion vendangée au possible. Je l'ai haï pendant 20 secondes, hein, pas plus. Et déterminant sur le deuxième but de la board. Il tente aussi une frappe en deuxième mi-temps qui passe à quelques mètres au-dessus. On le voit aussi plus libéré. Et quand Kefren Turam est en forme, c'est Toulouse Gessinis qui en profite. Avec son style aussi caractéristique de percer balle au pied. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de son match hier soir? Bah, après, je vais juste revenir sur un truc avant de parler Hmm. du match de Thuram, mais tu sais, et je l'avais déjà dit ici, mais quand pendant les 6 premiers mois, tu bosses jamais tactiquement, c'est dur pour des joueurs encore jeunes comme des Diop, comme des Thuram, même un mec comme Laborde qui vient de l'extérieur, des mecs, même Ramsey avec toute l'expérience qu'il a. Mais quand tu bosses jamais tactiquement, tu peux pas faire de folie sur le terrain le week-end. Quand tu sais pas quand est-ce qu'il faut déclencher le pressing, tu peux pas faire de folie non plus. Quand tu comprends pas le plan de jeu de l'entraîneur et qui veut pas l'entendre, parce que lui, il sait que ça doit se passer comme ça, mais les joueurs ne le comprennent pas, bah forcément, ça donne de la merde, quoi, comme on a vu tout le début de saison. Et pour revenir à Kefren, bah, quand tu as quelqu'un qui lui dit, bon, bah, voilà, Kefren, tu fais ça, le pressing, tu le déclenches à ce moment-là. Quand tu vas déclencher le pressing, tu as, j'ai n'importe quoi, tu as un Laborde qui va se mettre là. Enfin bref, quand tu as un plan de jeu qui est structuré, forcément, les joueurs, bah, tu les trouves transfigurés et tout le monde pense que les joueurs ont fait exprès de mal jouer pour faire virer Favre. Je veux bien que contre le Puy, bah, je pense qu'il y avait un ras-le-bol total et puis les joueurs, ils avaient plus cette motivation. Mais au bout d'un moment, quand tu as un plan de jeu clair, moi j'ai toujours dit que malgré que tout le monde ait dit que le recrutement, il était fait à l'arrache et tout, je suis d'accord. Mais mine de rien, dans Tu le les as, les recrutement, joueurs. tu recrutes pas des peintres, hein. Tu recrutes quand même des bons joueurs, des mecs comme Laborde, Diop, Ramsey, tu le vois, Barclay quand il rentre, il fait pas tâche. Enfin bref, je veux dire, normalement le 11, enfin, il était plus que cohérent. Mais aujourd'hui, en fait, chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun a son poste, chacun sait que bah voilà, s'il y a un dépassement de fonction, qu'au bout d'un moment il y a eu l'Otomba,
il part de l'aile droite, il va à gauche, et ben, tu as Youssouf qui a décalé sur la droite. Enfin, tu vois, c'est tout con, mais c'est Mm. des trucs que sous Favre, déjà, c'était vachement stéréotypé. Et tu voyais que les mecs, il n'y avait aucun pressing, il n'y avait rien. Donc je veux bien, on commence à dire, ouais, il y a des nouveaux préparateurs physiques, mais moi, de ce qu'on m'a dit et de sources très sûres quand même, l'ancien préparateur physique, il était vraiment très bon. Donc au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Tu fais des oppositions, mais c'est du 11 contre 11 qu'il faut faire. C'est pas du 11 contre 0. On n'est plus en district. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont à leur niveau. Peut-être que tu es un petit peu. Allez, on a eu des faits de jeu qui nous ont été favorables. Donc là, c'est la contrebalance de tous les poteaux qu'on a eu depuis le début de saison. Je parle contre Lille, par exemple, ou même contre Marseille, la frappe de Sanchez juste avant le troisième but. Lance, Voilà. la barre. On a, voilà. Bon, après, Lens, quand même, on a quelques occasions et tout. On mérite, enfin, pour moi, on mérite largement la victoire contre Lens. On mérite, mais à un partout Ah avec oui, oui. les Ah non, 20-25 mais dernières c'est clair. minutes, le match, c'est plus Non, le même, hein. non. Ah non, non, mais c'est clair. Mais ça pour dire que pour l'instant, on a le vent dans le dos, là. Donc, faut en profiter. Mais aujourd'hui, oui, on voit quelque chose de cohérent sur le terrain parce que tu as un mec comme Digard. Il y a un petit moment, hein, en début de saison, je disais putain, mais en réserve et tout, c'est un branque, Digard. Et quand on m'a dit, ah non, faut pas croire ça, tu vas voir le club, en tout cas, ils en sont ravis. Tactiquement, il est très au point et tout. J'ai changé mon fusil d'épaule. Et donc, c'est pour ça, quand on a dit que Digard reprenait la suite de Favre, j'ai pas été plus inquiet que ça parce que justement, on m'avait dit ça. Donc, et tout ce qu'on m'avait dit depuis le départ, bah, ça s'était confirmé. Donc, je me suis dit, ouais, quand même. Et un mec comme Sablé, tu peux avoir des doutes, mais apparemment, il pue le football. Voilà, il sait de quoi il parle. Le seul qui fait tâche dans le staff, c'est Joria. Bon, après, il est là un peu comme emploi fictif. Mais lui, je pense que ce qui était bien au bout d'un moment, c'était son rôle entre faire le lien entre les jeunes et le groupe pro. Oui, Voilà. ben Ça, c'est ça c'est. aussi. Il est chargé de. Moi, Enfin, ouais, il a une enfin, appellation, je sais plus. ouais, il a Talent, l'appellation d'ancien aiglon. Ouais. talent manager, je sais pas quoi, un truc comme ça, où il est censé justement Ouais, chapeauter les. ouais. C'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc pour mettre sur la fiche de paye et dire ouais, t'es pas un emploi fictif, mais tiens, on te met talent manager quoi. Le truc, on l'a mis en anglais tellement ça veut rien dire, tu vois. Ah, Tu vois, c'est. c'est la touche Ineos. Ouais, 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 c'est ouais, ça, voilà. c'est ça. Mais non, non, mais après voilà, après il est très très bon avec les jeunes et tout, Joria, mais tactiquement, après c'est vrai qu'on prend apparemment des pointures pour tout ce qui est responsable de la prépa physique. Enfin voilà, on a pris des très très bons mecs. Donc voilà, c'est un tout après hein, qui fait la différence. Et Thuram, tu le vois, le mec il est épanoui, mais comme un bon, Lotomba, là c'est phénoménal la montée en puissance qu'il a, mais des mecs comme Ramsey, même Schmeichel, Todibo, je le trouve de plus en plus impressionnant. Il est incroyable. Même si depuis le début de la saison il est incroyable, mais là je trouve que depuis l'après Coupe du Monde, le mec il perd plus un duel quoi. C'est abusé. Faut en parler parce Enfin, que justement, alors c'est incroyable ce type. ça fait écho un peu aux propos de Prime hier soir, au relais qu'il y a sur les réseaux, à croire que les gens découvrent Todibo depuis hier soir. Alors, aussi fou que cela puisse paraître, ça fait 1 an et demi qu'il a ce niveau de performance. Et même à l'époque où il formait la charnière avec Saliba, je me rappelle très bien que les deux étaient bons, hein, mais il y en avait un qui était bon et qui faisait des boulettes. Et c'était pas Todibo, hein. Mm. Donc c'était pour remettre un peu l'église au milieu du village, si je puis me permettre. Petit débat un peu parallèle sur Todibo. Bah tiens, Quentin, pour varier un peu les plaisirs. Alors, l'idée, c'est pas de te dire est-ce que Todibo mérite d'être titulaire en équipe de France parce que la concurrence, elle est rude. Et pour paraphraser Didier Digard, concrètement, aujourd'hui, quel est son objectif? Est-ce que c'est d'avoir une cape et être le nouveau Steve Savidan ou est-ce que c'est vraiment de s'installer et de se dire que euh, peut-être qu'il peut avoir 50, 60 sélections dans quelques années? Aujourd'hui, par rapport à ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre et ce que tu as vu hier soir, tu le situes où dans la hiérarchie? Est-ce que selon toi il mérite? Alors, si tu parles de mérite au vu de ses performances, bien sûr. Ça fait 2-3 saisons déjà qu'il est très solide et qu'on aurait peut-être envie de le voir au niveau supérieur.
donc au niveau international. Maintenant, c'est sûr que la concurrence à ce poste-là, elle est très rude. Malgré le départ de Varane, c'est très, très, très dur de voir Todibo en équipe de France aujourd'hui, avec les noms qui sont sélectionnés. Alors, je ne dis pas qu'il mérite moins, par exemple, qu'un Disasi, qui a été pris pour la Coupe du Monde. Si tu me demandes de choisir entre Disasi et Todibo en équipe de France, mon choix il est vite vu, je prends Todibo. Mais c'est marrant parce qu'on on avait eu un débat dans temps additionnel il y a quelques semaines en parlant de Robin Lenormand, Mm. le joueur de la Sociedad, qui fait un très bon début de saison avec la Sociedad, enfin qui fait une bonne saison avec la Sociedad. Et on se disait que malgré sa bonne saison et le talent indéniable qu'il a, les portes de l'équipe de France sont pour le moment fermées. Et c'est pas forcément dû à ses performances, malheureusement, c'est dû à un secteur de jeu qui n'a pas énormément en fait de besoins, dans le sens où on a déjà vraiment ce qu'il faut. Je ne dis pas que Todibo ne pourrait rien apporter à l'équipe de France, au contraire, mais t'as des joueurs qui partent avec un train d'avance, qui jouent tous les 3 jours dans des clubs, dans des plus grands clubs du monde. Konaté avec Liverpool, Saliba avec Arsenal. Tu as Upamecano, Upamecano avec le Bayern, Koundé. voilà, c'est Koundé. Tu peux encore aller plus loin avec des Wesley Fofana à Chelsea, même s'il est blessé. Badiachil, qui vient de partir à Chelsea et qui enchaîne avec Chelsea. Voilà, tu as du monde à ce poste-là. Après, c'est pas impossible qu'un jour il ait sa place en équipe de France. On l'a vu, hein, des mecs comme Disasi ont eu leur place au dernier moment, par exemple pour la Coupe du Monde. Donc tout est possible, mais pour le moment, c'est même pas une question de mérite, c'est juste une question de place. Et les places sont très chères en défense centrale. Il aurait joué latéral droit, je t'aurais dit pourquoi pas. Il y a des postes à pourvoir, mais non, là malheureusement en tant que défenseur central, malheureusement, il y a encore du taf. Et est-ce que c'est le fait qu'il joue à Nice, dû à l'exposition, etc., qui, pour le moment, ne tape pas aux portes de l'équipe de France? Peut-être, mais je pense pas à ça non plus, parce qu'il fait partie des meilleurs centraux de Ligue 1, à mon égard. Et il lui manque pas grand-chose, je pense, pour être même dans le groupe des 23. Bertigno, Romain, peut-être si vous souhaitez réagir sur Todibo. Ouais, bah, moi je pense que il a le niveau. En soi, il a le niveau, les qualités, elles sont Mm. là, ça ne fait aucun doute. Mais il lui manque. On sait que Deschamps, il aime beaucoup des joueurs qui ont l'expérience européenne. Et aujourd'hui, Todibo, bah, il lui manque des matchs références au top niveau européen, donc Ligue La des Champions Conférence et League, Ligue Europa. c'est léger, quoi, Ouais, tu vois, pour c'est le moment. léger, hein. Voilà, et tant qu'il n'aura pas ces références-là, avec le monde qui est à ce poste, à mon avis, ça va être compliqué tant que c'est Deschamps à la tête de l'équipe de France. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je t'aurais dit ça peut changer, mais quand on connaît son mode de fonctionnement, je vois pas comment ça peut évoluer. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai bien peur que l'été prochain, il nous quitte si jamais on n'a pas une bonne Coupe d'Europe à lui proposer. Moi, j'avais entendu aussi un truc. Bon, c'est pas un tout, hein, c'est pas ça qui fait que, mais ça joue aussi dans la tête de Deschamps. Il a un mauvais a priori aussi sur Todibo. Et apparemment, il a un de ses adjoints qui est de Monaco ou de Nice, je crois. Et puisque le mec qui m'a dit ça, il m'a montré les messages et tout, et c'est un très bon ami à cet adjoint, je ne sais même plus le nom. Et en fait, Deschamps a un mauvais a priori déjà à la base, en plus de tout ce que vous avez dit, hein, qui est très juste, mais en plus, il y a un très mauvais a priori à la base sur Todibo, qui, bah, à l'époque, il était pas, était un peu foufou dans sa tête. Et malheureusement, donc malgré qu'on l'aime tous et tout, il est, il est quand même un peu fou dans sa tête, Todibo. Et cette année, il arrive à se canaliser aux entraînements et tout. Mais c'est vrai que des fois, il pète un peu sa durite, qui dure jamais très longtemps. Mais en plus, c'est jamais méchant. Mais disons que dans un groupe comme Nice, ça restera toujours gentil quand il pète sa durite. Mais un groupe peut-être avec un peu plus d'ego, Hmm. voilà, ça peut peut-être être mal pris ou enfin voilà. Donc après Todibo, faut dire ce qui est. C'est pour moi en tout cas. Hein, maintenant on attend de voir ce qu'il va faire Mofi, mais pour moi c'est notre tête de gondole quoi. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, Todibo, c'est le mec qu'il faut pas toucher à Nice quoi. Encore hier, quand on va au centre d'entraînement pour aller accueillir les joueurs, le premier joueur qui est demandé c'est Todibo.
Donc, mais par contre, voilà, il y a certains traits de son caractère, en tout cas, qu'il faudrait. Voilà, c'est quelqu'un d'impulsif, un peu de sanguin. Il va dire les choses. À Nice, ça passe. Peut-être que dans un club avec un peu plus d'ego, peut-être que ce sera pris autrement. Parce que d'après moi, hein, il fait aucune différence hein, dans un vestiaire comme Nice, ou que ça soit à Nice ou demain à Paris. S'il a quelque chose à dire, il le dira. Mais par contre, bah voilà, on a Mm. vu aussi Ben Arfa, ce que ça fait quand tu commences à ouvrir ta gueule dans un club comme Paris et à dire deux, trois trucs, bah de suite, Catalogué t'es un rapidement, hein. voilà. Et donc, et je sais que Deschamps, il a un petit peu peur de ça Bah, aussi. on sait effectivement, pour clore un peu le sujet parallèle sur l'équipe de France, que la notion de groupe, elle est importante chez Deschamps Mm. tu peux avoir effectivement des a priori sur certains joueurs. Après, voilà, est-ce que tu prends quelqu'un par rapport à ses performances sportives uniquement, ou est-ce que tu prends quelqu'un justement qui acceptera peut-être en ayant un peu moins de garanties sportives de jouer un peu Ah bah moins, Deschamps, c'est vite etc. vu, hein. Ah oui, Deschamps, oui. c'est vite vu. Ah oui, c'est Lui, c'est le choix. le groupe. Voilà, c'est le groupe. Et puis, bah après, c'est pas. Moi, pour moi, Dissassi, c'est une folie de l'avoir pris. Bon, après, c'est comme ça. Mais lui, il ira toujours dans le truc de former un groupe avant de mettre les joueurs les plus compétitifs dans un même groupe, quoi. Dommage que ce soit Donc, pas. Dommage qu'ils ne forment pas un collectif, quoi. C'est surtout ça le problème, quoi. mm, Enfin bref. Ça parle beaucoup aussi de. On a parlé du match de Thuram. Forcément, si on mentionne Thuram, il faut qu'on parle de la performance d'Aaron Ramsey, encore une fois, qui a été exceptionnelle. Et aussi du match de Youssouf. Alors, Euh, là, encore une fois, il a pris son premier carton jaune avec l'OGC Nice, le premier bouchon. Euh, bon, quelle prestation aussi de Youssouf Bertigno, solide au duel, euh, qui décalait en défense centrale lorsque Nice était un peu acculé, qui venait chercher entre les lignes quand Nice avait le ballon. On sent qu'il a cette intelligence de jeu aussi dans le placement, en plus d'être solide comme un roc, pour paraphraser une chanson pourrie, et être aussi bon avec le ballon dans les pieds, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment une bonne recrue. Il s'est très vite adapté hein, quand même. Ses trois Incroyable. premiers matchs, c'est Lille, Lens et Marseille. C'est quand même pas des cadeaux hein, pour débuter dans un club. Il s'est vite adapté, que ce soit en défense centrale ou là, comme hier, en milieu défensif. C'est un joueur qui, je pense, a d'énormes qualités et qui a encore une marge de progression importante. Déjà, quand tu vois l'impact physique qu'il amène au milieu de terrain, ça soulage beaucoup dans les duels. Et d'ailleurs, on en gagne beaucoup des duels au milieu et défensivement. Et j'ai beaucoup aimé aussi hier, bah, justement, ses courses et son intelligence dans le placement pour venir fermer les espaces, couper les axes de passe. C'était très, très intéressant. Donc voilà, vraiment une prestation aboutie. Maintenant, j'aimerais peut-être qu'il prenne un peu plus de risques, on va dire, à la relance offensivement, parce que je pense qu'il a les qualités techniques pour le faire. Euh, il a beau être un beau bébé en termes de gabarit, techniquement c'est propre, c'est fort. Donc voilà, je pense qu'il va monter encore en puissance et qu'on a là une très très belle recrue qui va nous faire du bien. On l'a vu justement jouer un peu plus haut sur le milieu de terrain à la rentrée d'Hichem Boudaoui. Alors il a joué que quelques instants parce qu'après il me semble que c'est Pablo Rosario qui est rentré. Mais voilà, on l'a vu en l'espace de deux matchs jouer défenseur central dans une défense à 3, numéro 6, numéro 8. Quentin, toi je suppose que tu découvrais un peu ce joueur. Hier soir, j'ai vu pas mal de commentaires dans la communauté marseillaise qui était un peu bluffé par sa performance. Un déménageur, mais en même temps un fin déménageur, si je puis. Ouais, ouais, c'est pas la brute épaisse, tu vois. Hmm. On aurait pu, voilà, avoir des a priori au vu de, voilà, de son aspect physique. Mais disons que, voilà, il a totalement éteint l'attaque en première période. Non, non, vraiment très, très, très surpris. J'avais vu des brides de son match face à Lens.
là où il a encore été très, très impressionnant. Je pense que c'est vraiment la recrue, on va dire, entre guillemets, surprise du côté de Nice. On ne s'attendait pas à ce qu'il s'acclimate aussi rapidement. Digard en fait quelque chose de bien pour le moment. Il est bien entouré aussi. On le voit depuis plusieurs matchs. Défensivement, à Nice, il y a quelque chose de vraiment plus cohérent par rapport au début de saison. Donc, tant mieux pour vous. Il donne un peu plus de sérénité derrière par son profil un peu atypique. Donc, non, non, que du positif pour vous. Et la rentrée d'Hicham Boudaoui, justement, vers la 65e minute de Ju- jeu. Ouais, Juste un truc sur vas-y. Youssouf, ce qui est impressionnant, enfin moi ce que j'ai vu du stade, c'est que le mec, pourtant il y avait quand même une grosse ambiance au bout d'un moment au Vélodrome, et on dirait qu'il s'en bat les reins. Non mais je te jure, t'as des joueurs comme C'est la ça, force tu sais quand tranquille. ils courent, ouais, quand ils courent, ils se replacent et tout, on dirait enfin voilà, il y a rien qui l'atteint quoi. Et moi, j'avais un peu peur, un peu d'appréhension par rapport à ses premières interventions, ses premières transmissions et tout. Et le mec, ouais, bah, il est bluffant, quoi, parce que c'est propre, il récupère, il transmet, c'est propre, c'est simple. Enfin voilà, quoi, dans le placement, il a été très très bon. Enfin voilà, et moi j'adore les joueurs comme ça, tu sais, les joueurs où bah tu sais ils courent, ils font le taf à mort, mais des fois tu les regardes et tu as l'impression qu'il s'en bat les couilles, mais en fait non, tu vois, il est totalement pris dans son match et tout, Mm. mais il a un truc où tu as l'impression que la pression, pour l'instant en tout cas, voilà, ça se ressent pas. Et un match contre Marseille quand même, au Vélodrome devant 65 000 Mhm. personnes, ouais, tu peux te dire putain le mec, enfin bon, après, il vient de Turquie, hein, les ambiances chaudes, il doit connaître un petit peu. C'est le Mais- Makelele de l'OGC Nice, quoi. Ah ouais, ouais, mais c'est vrai, hein, c'est impressionnant. Bah, En tout cas, c'est moi, un, je suis fan hein, c'est de un lui. Hein. milieu de terrain, je pense, très très moderne, c'est-à-dire il a tout, quoi. Il est capable de faire beaucoup de choses, de courir, de tacler, de tenir le ballon, d'aller au duel. Ouais, ouais. Je suis vraiment pas étonné que Ghisolfi le voulait aussi à Lens, parce que c'est typiquement un joueur capable de jouer différents postes et qui s'adapte parfaitement aussi, autant tactiquement que mentalement, parce que on parle beaucoup des qualités, on va dire, primaires des joueurs, mais je pense qu'aussi il y a une recherche d'une personnalité derrière, c'est-à-dire que si le mec, on est sûr de son potentiel, de son niveau, c'est que derrière, je pense que derrière, le mec, il est serein, il a confiance en lui, et ça doit être encore un jeune joueur. Effectivement, il a joué en Turquie. Je pense il sait ce que c'est un peu les derbies stambouliotes, que ce soit à Galatasaray ou à Ah Fenerbahçe. ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, quelle performance. Mm. L'occasion aussi peut-être de parler de celle de Schmeichel, qui a été décisif. Je pense notamment à la manchette en première mi-temps, qui a été un arrêt peut-être en apparence plutôt simple, mais avec le ralenti, avec les petits rebonds là, galère. Voilà, Schmeichel qui fait ses matchs, et Paolo Lopez qui fait une Schmeichel de début de saison finalement. Quentin, on n'en a pas parlé de Paolo Lopez. Mm. Honnêtement, enfin, dans les deux buts, tu le. Alors, peut-être pas le deuxième, parce qu'il dégage, il dégage sur le côté. Est-ce que il est coupable? Est-ce que l'apathie de la défense marseillaise doit être pointée du doigt? Quel est ton avis là-dessus? Bah, en soi, il y a un peu des deux quand même, mais c'est un peu dur de taper sur Paul Lopez en fait sur ce match-là, sur les deux premiers buts du moins. Oui, tu peux toujours faire mieux sur tes dégagements, enfin sur tes parades, sur on va dire la direction que tu veux donner à ton ballon après. Mais sur le premier but, le fautif pour moi c'est Mbemba. Son placement, là sur le but, le premier, il est catastrophique. L'alignement de la défense, tout simplement. J'ai vu une image arrêtée ce matin sur Twitter des deux premiers buts. C'est affolant la façon dont sont placés nos joueurs sur les deux buts. Et le deuxième, personne ne suit. C'est catastrophique de le laisser tout seul aux abois comme ça. Deux fois, hein, en plus, c'est la même situation, une frappe lointaine.
Lopez fait ce qu'il peut pour la repousser. Derrière, personne n'est là pour l'aider. Alors oui, il peut mieux faire sur le sens de ses parades, mais il est laissé à la merci des attaquants niçois, par Diop la première fois, par Laborde la deuxième. C'est pas un super-héros non plus. Il nous a sorti, il ne faut pas trop oublier, et là je parle aux supporters marseillais, qui nous a quand même permis de prendre certains points cette saison. Donc, et la saison dernière aussi. Donc, ne pas trop oublier, Paul Lopez dans les grands matchs, c'est toujours très très bon. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match que ça y est, on doit tout oublier. Sachant que défensivement, si j'avais à redire de certains joueurs, j'aurais une note un peu plus salée. Un débrief plus salé pour reprendre des références bien connues. Mais voilà, par exemple, Balerdi sur le troisième but. Sa couverture, Catastrophique. je n'ai pas compris. Mhm. Voilà, le placement des Memba sur le premier. Guendouzi qui ne suit pas sur le deuxième but, même si c'est. Alors, Guendouzi est le plus proche, donc c'est à lui que j'en veux. Mais c'est. Voilà, t'as Tavares qui doit être un peu plus bas aussi sur le but. T'as Balerdi, encore une fois, qui doit être un peu plus bas. Et là, il a l'entrée de surface. Difficile d'anticiper, vous allez me dire parfois, mais le placement, on l'a vu là sur ces phases-là, était pas bon, et j'espère que ça va rentrer ici, pour mercredi, parce que les erreurs de placement contre Paris vont coûter très cher si on en fait. Donc, ouais, c'est dommage, mais pour revenir à Lopez, c'est le procès qui lui a été fait hier soir sur Twitter, un peu comme pour Vitinha d'ailleurs, est un peu dégueulasse. Donc, voilà, je défends Monsieur Pao, puisqu'il nous a rendu de fiers services cette saison. Moi, je suis d'accord. Surtout le deuxième but. Le deuxième but, ma foi, il peut rien du tout. Ah Et non, justement, il la met bien sur le côté et tout. Déjà, la board, il la met super bien. Et après, ma foi, s'il est abandonné par sa défense, le pauvre. Le premier peut-être, mais encore la balle, quand tu regardes au ralenti, franchement, elle flotte. Hein. Le Et ballon, il puis, flotte. un peu couvert Il y a du aussi. monde devant. Voilà, il y a du monde Ouais, devant, exactement. ouais. Et sur le troisième but, comme ils disent sur Prime Video, en fait, Balerdi défend pour laisser pile l'endroit où il faut frapper, quoi. Voilà, c'est lui dire, bon, ne tire pas trop à gauche, parce que sinon ça va aller en dehors du cadre. À droite, bon, bah, de t'es pas droitier, donc voilà. Mais longe bien mon pied, quoi. Voilà. Et C'est Henri qui disait, mais il n'est ouais, pas au courant qu'il est gaucher. Mhm. ouais, Alors que ça se voit très bien dans sa course en plus qu'il est gaucher quand Et même. puis je pense qu'il Enfin, y a, bien sûr. il y a voilà. pas plus gaucher que Brahimi, hein, parce que pour le coup, le pied droit, il l'utilise pas du On l'a tout, hein. jamais vu. Non, mais c'est vrai. Mm, Mais alors, mm. Brahimi, justement, alors la technique, il faut dire un truc méchant sur lui sur Twitter et il se met à marquer. Voilà. Donc, voilà, bon, plus sérieusement, Ouais. une entrée. Si ça marchait avec Payet, ça serait bien. Non, mais plus sérieusement, j'allais dire un truc méchant. Non, c'est plutôt une blague que purement quelque chose d'incriminant pour lui. Mais une entrée compliquée. Là aussi, on sent que des fois, en termes de choix, quand il a le ballon dans les pieds, c'est jamais évident, quoi. Tu sais que voilà, tu sais que tu peux attendre de la vitesse, de la percussion, mais alors lorsqu'il s'agit c'est triste à dire, mais de réfléchir, de penser un mouvement, de réfléchir football, peut-être que voilà, c'est peut-être pas forcément dans ses qualités. Mais alors hier soir, il a sorti un tir, on dirait un tir de FIFA, quoi, téléguidé, le truc vraiment parfait, pas contré, rien du tout. Là Bon, c'est enfin, c'est le seul truc qui fait de bien du match. Hein. Parce que Bertigno, après, je sais pas, peut-être que toi, tu as regardé et vu un peu ce qu'il a fait, mais c'est le seul Alors, truc je de suis pas bien. Parce forcément que d'accord, il Romain. est, Il fait il est ça et. stupide, ce joueur. Ben non, non, Franchement, moi, je le trouve trop bête. je suis pas Ah, d'accord moi, je avec le toi, trouve trop Romain. bête. Je suis pas d'accord avec toi. Ah, Il a pas ah. fait ça. Il a pas fait que ça de bien. Il y a eu la célébration après. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais, Ah là 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 là. Ah, mais attends, Quentin, écoute, on est Je vais tranquille. quitter cette émission. On est Là. tranquille on se depuis les le mange à début. l'Alliance. On Hein. est tranquille depuis le début. Hein. Guendouzi, on n'a pas oublié ce qu'il a fait au match aller. Voilà, C'est vrai, c'est. c'est Voilà, vrai, c'est voilà, voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bertigno, s'il te plaît, dis-moi que tu as un peu regardé, mais il y a des appels de balles, c'est incohérent. Le mec, au lieu de venir au ballon, il s'en va à Gorbio là-bas. Il va à Ouais, 10 puis km. même dans ses choix de passe. Hein.
Ah Il y putain, a, ça il y te a rend deux, trois fou. situations qui ruinent où tu es en 3 contre 3 ou 4 contre 4 et qui il fait le mauvais choix dans la passe ou dans la course ou dans l'appel C'est ça. et ça tue l'action. Après, Mm, oui, son but, il est magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. La frappe, elle est belle, mm. elle est puissante, elle est placée comme il faut. Mais c'est trop irrégulier déjà dans ses matchs et trop irrégulier tout court sur une saison Ah, mais pour bien compter sûr. dessus comme un titulaire ou même sur une rotation. Voilà, il a des moments un petit peu d'éclair, mais ça reste limité. C'est comme Bard, c'est un bon joueur correct de Ligue 1, mais pas plus. Ouais, voilà, il a un QI football, c'est une huître, quoi. Ah, il n'y a Ouais, rien. c'est Et clair. encore, elle est vide, il n'y a que la coquille. Alors, Non, même quand tout va bien à l'OGC Nice, hein, il faut forcément râler. non, Ça non, s'appelle franchement. l'exigence, Pancho. Ça Ouais, non, s'appelle non, mais ouais, ouais, l'exigence. ouais. Voilà, c'est Non. normal. Moi, je les comprends. Et puis, franchement, tu vois, je vais faire mon mea culpa, moi, sur la borne. Parce que la borne, moi, je l'ai défoncé, par contre. Et que ça soit Ouais, en moi aussi. public ou même par rapport à mes collègues, par rapport à tout le monde, hein, je l'ai défoncé. Eh ben, franchement, mea culpa. Et comme je disais hier à mon cousin qui, lui, le défendait beaucoup, bon, hormis deux, trois matchs où voilà, c'était dur de le défendre. Mais mea culpa parce que c'est vraiment un joueur qui, bah voilà, dans l'envie, dans la générosité, dans tout et dans ce qu'il fait. Et hier et depuis quelques matchs, bon, par rapport aussi, bah voilà, c'est au même niveau que l'équipe. Mais vraiment, c'est un mec, je pense, hein, que sur une saison, mine de rien, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Hmm. Voilà. Mm. Donc Ah, gros c'est mea clair. culpa. Eh ben, c'est bien Voilà. de le reconnaître. Euh, Messieurs, peut-être un dossier, quelque chose qui n'a pas été évoqué, que vous souhaitiez peut-être mettre en avant. On a parlé de pas mal de performances individuelles. Moi, je souhaiterais quand même parler plus globalement de Didier Digard. Alors, c'est vrai que on parle des résultats, la série elle est incroyable, mais est-ce que finalement la victoire de Digard, c'est pas aussi d'avoir su remobiliser un groupe lorsqu'on voit la qualité des entrants, la qualité d'entrée de Rosario, même de Brahimi, qui la semaine dernière devait partir à 3, ça s'est joué à rien. Quand on voit Boudaoui qui démarre pas, qui rentre, tac, directement opérationnel. On a l'impression finalement que cette équipe, elle revit totalement. Voilà, moi c'était voilà, ma petite déclaration d'amour, honnêtement, hier soir. Quand je vois que c'est un Brahimi qui vient climatiser le Vélodrome, je me dis mais c'est quoi ce collectif, c'est quoi cette équipe. C'est voilà, peut-être que on sait pas exactement où on terminera, on n'en a aucune idée, mais voir justement cette équipe revivre et renaître de ses cendres. Voilà, c'était un peu mon cri du cœur de ce soir. Merci Digard, merci le staff. Bon, peut-être qu'on perdra à domicile contre Ajaccio, mais on aura gagné au moins contre, contre Marseille là-bas. Bertigno, est-ce que tu as peut-être un sujet à aborder, quelque chose qu'on a peut-être vaguement abordé ce soir? Bah, moi, c'est la qualité des entrants et le fait qu'on n'ait pas perdu pied, justement, même qu'on ait repris un peu de la force après les entrées de Boudaoui, de Mendy. Et d'ailleurs, en parlant de Mendy, voilà, je crois que c'est lui qui fait la passe décisive sur le but de Brahimi, il me semble. Donc, Hmm. bah voilà, 2 matchs de suite où il joue, 2 passes décisives. Et ça me fait plaisir que Digard il compte de plus en plus sur les jeunes comme Buonanni et Mendy. Donc, signal positif. Et en plus, quand ils sont performants, ça lui donne raison et ça donne raison au club de compter sur la formation. Et je pense que Ghisolfi l'a compris et qu'on va miser dessus sur les prochaines saisons. Romain, Bah moi c'est tout l'amour que j'ai pour Digard, hein. Mais après ouais juste pour faire écho à ce que tu disais, le discours en fait il l'a eu quand même avant de prendre son poste de numéro un parce que les joueurs bah, quand il est arrivé en tant qu'adjoint de Favre, les joueurs se sont beaucoup retournés sur lui, lui ont demandé quelques conseils, lui ont demandé de changer deux trois trucs, etc. Et donc, c'est vrai qu'il a commencé à gagner de la crédibilité par rapport au groupe à ce moment-là. Mais après, il ne faut pas oublier aussi que quand il était devenu numéro 2 avec Urcea,
Il a eu le même aura au niveau des joueurs, hein, déjà à ce moment-là. Donc c'est quelqu'un, parce que moi hier j'écoutais RMC, bah, c'est un truc de fou en fait. Les mecs ils cherchent pas, enfin ils vont pas plus loin que ce qu'ils peuvent entendre ou voir. Mais quand tu vois le mec un peu mou dans la parole, un peu nonchalant, un peu, enfin voilà, c'est ce qui projette Digard, hein. Mais par contre, moi qui l'ai entendu dans un vestiaire, attention, c'était juste avec des 17, mais il a la bonne parole, il a les bons arguments, il prend des cas qui se sont passés avec lui en tant que joueur, il les rapporte à Nice, enfin bref, il a les mots justes. Quand il faut gueuler, il gueule. Il est vachement impactant dans ses paroles. Et c'est par contre un mec, voilà, il va venir et il va te mettre ouais, la main autour du cou et te dire deux conneries, trois conneries, parce que c'est un mec, voilà, il te sort connerie sur connerie. Mais moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je le pensais pas bon tacticien. Mm. En tout cas, je le pensais jeune au niveau coaching, tactique et tout. Mais là, on est forcé de constater que plus on avance, plus on voit que tactiquement, on tient tête à des équipes comme Marseille, comme Lens aussi. Et en sachant que Lens, la tactique, c'est lui tout seul. Voilà, c'est lui tout seul qui l'a décidé. Donc, par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a bossé. Donc tout ça pour dire que voilà quoi, et puis après il a toute une équipe autour de lui, mais je pense que le staff qu'il y a actuellement, moi ça m'a dès le départ, hein, ça m'a redonné envie et de voir maintenant les résultats et le jeu. Bah voilà, c'est maintenant toutes les fins de match, j'ai hâte d'être à la semaine d'après pour voir mon équipe quoi. Et je pense que ça fait depuis la première année, allez, depuis les années Favre, que j'ai pas eu Mm. ce sentiment. Un peu avec Galtier, mais Galtier, tu t'emmerdais vite hein, quand même. Hein, parce qu'on a fait une bonne première partie de saison, Ouais. mais après c'était dur. Mais Tu gagnais, mais tu te faisais chier, quoi. ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui te tenait en haleine, c'était le classement, c'était la Coupe de Et les France, scénarios c'était tout aussi. ça. Ouais, voilà. Mais après, franchement, cette envie et ce jeu, voilà, c'est le jeu que nous, on veut. Tumer, c'est le jeu que tu dois avoir dans le sud, comme ils ont Marseille, c'est-à-dire être sur tous les ballons, être présent physiquement, enfin voilà, tout donner en fait. Et nous, et je pense que déjà qu'il y avait quand même pas mal d'engouement sous Favre au stade, même si c'est pas la folie, mais moi, des fois, je m'étonnais de voir plus de 20 000 personnes avec la bouillie qu'on voyait. Je pense sincèrement que d'ici la fin de saison, si on arrive à faire quelque chose de cohérent, je pense que ça peut vraiment amener un, pas mal de monde au stade parce que c'est vraiment une équipe dans laquelle on peut s'identifier et avec un staff aussi dans lequel on peut s'identifier. Et moi, je trouve ça génial et ça me ferait chier ouais, de les voir partir à la fin de l'année parce que moi, c'est vraiment un staff que j'aime énormément. Voilà, voilà Donc, c'était ouais. mon petit côté À voilà, voir si effectivement, déclaration. aujourd'hui, euh, bon, ça a l'air de fonctionner, même très bien fonctionner. Je vois pas trop l'intérêt d'inclure un nouveau coach. C'est parti pour durer, ou alors si effectivement on a Oula. bah, Tu sais, Ineos, ils nous ont sorti quand même des bonnes ouais, cagades. mais Hein, donc, aujourd'hui, qui c'est qui pilote? ouais, ouais, bah justement, j'espère que le vrai pilote, il est dans l'avion. Ah, il n'est pas dans la tour de contrôle, tu vois. Alors, il y a T'as Vedra compris 80, t'as compris le truc. il y a Vedra C'est quand même pas mal. 83 qui nous pose la question suivante à toi, Romain. Une idée sur la fameuse réunion de février. Alors, ça parlait aujourd'hui de l'arrivée de Jean-Claude Blanc. Enfin, c'était Dante Hmm. qui avait parlé du 6 février. Est-ce que tu en sais plus, Romain, par rapport à ça ou pas? Pas du tout, c'est déjà d'une, j'ai jamais posé la question. Mais je pense que, ouais, de toute manière, ça devrait intervenir sous peu. Euh, voilà, j'aimerais bien aussi qu'il y ait une conférence de presse par rapport à Mofi pour un peu écouter, voir ce qu'il a à dire, etc. Je ne sais pas s'il y en aura une, mais je pense que oui. Mais je ne sais pas du tout. Après, par rapport à Jean-Claude Blanc et ce qu'il va se dire, etc. Mais en tout cas, ça aussi, j'ai hâte de l'entendre parce que le projet, même si aujourd'hui on y voit un peu plus clair, même beaucoup plus clair quand même, j'ai j'ai quand même hâte parce qu'il y a deux, trois trucs, j'ai bien envie d'entendre quelques réponses, quoi.
Ok. Voilà. Quentin, ton petit dossier, ton petit cri du cœur aussi sur la frappe de Bilal Brahimi, c'est autorisé aussi. Des choses Mm. qu'on a peut-être pas évoquées ou alors de manière assez sporadique. Est-ce que tu as des choses à un dossier en particulier à avancer? Non, je pense qu'on a plutôt fait le tour sur la presta marseillaise d'hier soir. Moi, ce que j'ai envie de faire de ce match-là aujourd'hui, bah, forcément aller un peu de l'avant, oublier. C'est un derby, tu l'as perdu, oui, ça fait mal, c'est sûr. Mais la saison, en fait, elle est encore tellement longue, on a tellement d'enjeux qu'on ne doit pas s'arrêter à ce match perdu contre Nice. Il y en a un dans 2 jours qui est très très important, qui est un classico au Vélodrome, dans une compétition qu'on aimerait bien remporter enfin Hmm. depuis tant voilà, on a une dizaine tellement longue qu'on aimerait mettre fin à cette dizaine. Donc bon, il fallait qu'on tombe sur Paris en huitième, après avoir chopé Rennes en 16e. Mais La magie des boules chaudes. écoute, moi, c'est une théorie à laquelle je crois. Mais bon, je ne suis pas là pour faire ma théorie du complot. Mais disons que oui, on a un calendrier qui est en Ligue 1 favorable, entre guillemets, jusqu'à Paris, fin février. Et on a ce match contre Paris là dans 2 jours. Donc non, moi je vois un avenir, un bel avenir. Je pense pas que ce match va impacter la belle dynamique depuis bah, la reprise de la Coupe du Monde. Et voilà, il va falloir sortir un très gros match face à Paris. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça très bien que ce match il intervienne aussitôt après la défaite, parce que ça laissera pas le temps aux organismes de douter. Et Tudor voilà, ça va être encore frais dans sa tête, les erreurs qu'il a faites. Il les refera pas 2 fois d'affilée en 3 jours. Et il sait très bien quelle équipe mettre face à Paris, sachant que on reçoit Paris au complet sans Bailly qui purge son dernier match de suspension mercredi, et Balerdi qui sera lui suspendu pour un nombre de cartons jaunes euh, trop important sur les 10 derniers matchs. Donc on est au complet. Je pense qu'il mettra le 11 type, le 11 qu'on a eu l'habitude de voir sur les 3-4 derniers matchs. Ça ressemblera à peu près à ce qu'on a vu contre Nantes, avec peut-être une ou deux exceptions. Mais voilà, moi j'ai plus hâte du match dans 2 jours que je suis dépité de la défaite d'hier. Hmm. Voilà, faut passer à autre chose. Les supporters d'ailleurs ont eu une très belle réaction hier soir euh, après le coup de sifflet final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu énormément de sifflets, voire pas du tout, pour les joueurs. Voilà, les joueurs ont fait le tour du stade, ont applaudi. Ça a été bien perçu par la commune marseillaise d'ailleurs, et je trouve ça bien que voilà, c'est pas une défaite malgré que ce soit un derby qui change tout. La saison pour le moment faite par Tudor et son équipe est belle, et voilà, c'est pas un simple accro qui va tout remettre en question. Ouais, c'est bien que la culture de l'instant ne guide pas aussi Exactement. Mm. les supporters. Tu fais bien de le souligner. Bertigno, Romain, un dernier mot peut-être sur le match de vendredi. Après, je vous libère. Retour à la maison pour eh bien, un enchaînement de matchs qui, sur le papier, est tout à fait abordable puisque nous jouerons aussi à domicile. Haha, notre match à Monaco. Forcément, Nice-Ajaccio, on avait remporté ce match aller à l'extérieur sur un but du regretté Andy Delors. Voilà, on l'a dit, un match différent, sans doute un bloc bas où on va devoir eh bien, être à l'initiative. On souhaite forcément une victoire, mais est-ce que cette équipe va être capable de s'adapter aussi à l'adversaire, Bertino? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va jouer sur quoi selon toi? Pour moi, ça va se jouer dans l'intensité et la façon dont on va jouer le match, dont on va l'aborder. J'espère qu'on n'aura pas d'excès de confiance surtout, et voilà, qu'on s'énerve pas non plus parce qu'on va tomber sur un bloc bas, donc on aura sûrement du mal à se créer des situations, et voilà, j'espère qu'on tombera pas dans le piège parce que ça a tout d'un piège ce match-là.
Et j'espère qu'on arrivera à les faire plier. Après, on a quand même les armes pour. Mais voilà, ne pas prendre ce match à la légère dans un contexte totalement différent de la semaine qu'on vient de vivre. Euh, et puis voilà, faire ce qu'on sait faire, continuer sur le même principe de jeu et j'espère que ça passera et j'espère qu'il y aura du monde au stade aussi. Ouais, on espère approcher peut-être les 25 000, ce serait beau un vendredi soir. Romain, qu'est-ce qu'on souhaite à l'OGC Nice pour suivre la série? Forcément, il y a bien un jour où ça va s'arrêter, mais là, c'est pas le moment de bégayer sur les prochains matchs qui nous attendent. Ouais, et puis je vois pas pourquoi elle s'arrêterait. Et certes, c'est un match, ouais, c'est un match qui va être différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais encore une fois, avec Mofi, ça nous amène des solutions supplémentaires offensivement. Comme on le disait tout à l'heure, tu peux jouer en première intention sur lui, dans la profondeur. Tu as des mecs comme Laborde, Diop sur les côtés. On a un gros milieu de terrain. Franchement, pour moi, jusqu'à la Coupe d'Europe, parce que là, on va enchaîner après les matchs tous les 3 jours, mais c'est pas impossible de faire le plein. Et je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on part de tellement loin Hmm. que les joueurs, ils ont envie ils savent où ils veulent aller. Et ce manque d'humilité ou quoi que ce soit, je pense qu'on va pas l'avoir là, peut-être qu'on l'aura à un moment donné, mais pas maintenant parce qu'on vient de trop loin et ils savent que là, ils sont en train de faire, ils peuvent en tout cas faire une belle remontada et parce que le calendrier joue pour nous aussi. Donc, non, ouais, c'est y aller en gardant la même intensité, mais je vois pas pourquoi ça descendrait parce que pour moi, en tout cas, depuis le match de Montpellier, je vois du mieux à chaque match. Donc, je vois de la cohérence, je vois de tout. Voilà, je vois que c'est mieux. Et faut pas se le cacher non plus, hein. Ajaccio, c'est pas Marseille, hein, ni Lens, hein. Au bout d'un moment, ils sont Ajaccio quand qui même reste assez bons. sur 4 enfin qui reste 4 défaites sur les 5 derniers matchs. L'une des, si ce n'est Moi, la pire attaque du championnat. Après, on connaît un peu notre ADN. On sait que on est normalement ce genre d'équipe à les relancer. On verra bien. Quoi qu'il en soit, messieurs, cette émission touche à sa fin. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé. Bonne continuation à l'Olympique de Marseille quand même. On reste Malgré bon, tout, malgré oui. tout, malgré tout ce qu'il a pu se passer, malgré l'animosité qui peut exister entre nos deux clubs. On est supporters de foot avant toute chose et ça fait toujours plaisir de pouvoir discuter calmement à froid, surtout après une victoire avec toi Quentin. Bonne saison à vous, bonne chance ce mercredi soir contre le Paris Saint-Germain. Romain, Bertigno, eh bien, merci pour votre venue à un de ces quatre, que ce soit ici ou ailleurs. ou ailleurs. Tout à Ouais, fait. Oui, tout à fait. ouais. Moi, j'en profite pour passer deux messages. Le premier, eh bien, c'est qu'il n'y aura pas de Club Pancho pour le match Nice-Ajaccio. Non pas que la rencontre ne soit pas alléchante, mais tout simplement parce que je serai en vacances, voilà, à la neige, donc C'est inadmissible. Inadmissible. Mm. impossible pour moi d'héberger un Les gens qui stream. prennent des Et vacances. la deuxième chose, voilà, c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui, que j'embrasse très fort. Je sais pas s'il regarde le live, mais voilà, je lui fais des gros bisous. Et je vous dis un bon anniversaire, bonne soirée à tous, et puis ça, Nissa.